RFI, il est 18h à Paris, midi à Washington. Le journal en français facile. Juliette Pietraszewski. À la une de ce journal, aux États-Unis, Joe Biden et Kamala Harris rencontrent le Premier ministre israélien. Après son discours hier au Congrès, la guerre à Gaza sera au cœur des discussions. On y revient en début de journal. En France, J-1 avant la grande cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Avant ça, de nombreux chefs d'État sont invités à une grande réception sous la pyramide du Louvre. En parallèle, les premières épreuves sportives se succèdent depuis hier. Et puis, aux Philippines, les inquiétudes face à un navire pétrolier. Le bateau a coulé ce matin et les ONG environnementales regardent de près la situation. Direction Washington, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été acclamé hier au Congrès américain par des élus républicains essentiellement. Son discours a été déserté par de nombreux élus démocrates opposés à sa guerre à Gaza. Pour rappel, les États-Unis sont le premier allié d'Israël. Ce jeudi, Benjamin Netanyahou doit rencontrer le président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, par ailleurs quasiment assurée d'être la candidate des démocrates à la présidentielle. Pour ces deux rendez-vous du Premier ministre israélien, la guerre à Gaza sera au cœur des discussions. On y revient avec Abla Jounaidi. Dans une heure, Benjamin Netanyahou rencontre un Joe Biden affaibli. Affaibli par son Covid et par la perspective de son départ de la politique dans 6 mois. Mais Joe Biden l'a dit hier, la fin de la guerre à Gaza est l'une de ses principales priorités de fin de mandat. Est-ce que Joe Biden sera plus incisif, plus offensif face à Benjamin Netanyahou qui continue de demander plus d'aide militaire à son allié? Rien n'est moins sûr. Kamala Harris, elle, est toujours la vice-présidente. Elle est donc sur la même ligne que son patron, Joe Biden. Elle a toujours indiqué que la sécurité d'Israël était capitale. Mais désormais, c'est aussi la potentielle candidate démocrate à l'élection présidentielle. Elle est obligée de prendre en compte les électeurs, notamment les plus jeunes, ceux qui se sont révoltés dans les universités sur le sort des civils palestiniens. Ils sont nombreux à s'être inscrits sur les listes électorales depuis qu'elle s'est déclarée candidate, et ces jeunes gardent en tête que Kamala Harris, du moins dans les discours, a pris en compte le sort des Palestiniens. Son attitude face à Benjamin Netanyahou sera donc scrutée, observée. Les explications d'Abla Jounaidi. Toujours en lien avec les États-Unis, le président Joe Biden s'est exprimé hier soir sur son renoncement à un second mandat. À la télévision et devant des millions d'Américains, le chef de l'État a expliqué avoir pris cette décision pour sauver la démocratie et laisser la place à des voix plus jeunes. Avant son retrait de la campagne présidentielle, le président américain avait fait face à des semaines de pression et d'inquiétude concernant son âge et son état mental. RFI, il est 18h03 dans nos studios à Paris, J-1 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le mystère plane toujours un peu sur les invités, mais les noms d'Aya Nakamura, Lady Gaga et Céline Dion circulent et alimentent toutes les théories, surtout chez les fans. En parallèle, sur des choses plus concrètes, pour l'instant, on sait que la cérémonie d'ouverture va se dérouler sur la scène, mais aussi devant de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Beaucoup d'entre eux sont déjà à Paris. Ils sont invités à une grande réception ce soir sous la pyramide du Louvre, un dîner qui se déroule habituellement la veille de la cérémonie d'ouverture. Amélie Beaucourt. 500 personnes ont reçu l'invitation du dîner très privé organisé ce jeudi soir sous la pyramide en verre du Louvre. Un repas devenu une tradition depuis les Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, en Russie. Dès demain, jour du grand spectacle de l'ouverture officielle de Paris 2024, 85 chefs d'État et de gouvernement ont rendez-vous au palais de l'Élysée, le palais présidentiel français. Sur la liste des invités, on trouve le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, le président argentin, Javier Milei, le président israélien, Isaac Herzog, ou encore plusieurs chefs d'État africains comme le président du Cameroun, Paul Biya, le président du Rwanda, Paul Kagame, mais aussi le Sénégalais Diomaye Faye et le Gabonais Oligui Nguema. Le président américain Joe Biden et le Brésilien Lula ne viendront pas à Paris, c'est leur femme qui les représentera. Côté russe, Vladimir Poutine, lui, n'a pas été invité.
Toujours sur les JO de Paris, les premières épreuves n'ont pas attendu la cérémonie d'ouverture. Elles ont débuté hier et ça continue aujourd'hui. Le tournoi de rugby à 7 entre la France et les Fidji, c'était cet après-midi. Résultat, Fidji vainqueur avec 19-12. Du côté du handball, les joueuses des Pays-Bas ont gagné face à l'Angola en tour préliminaire. Résultat 34-31. Et puis, la star de ces JO, c'est bien sûr la flamme olympique. Elle poursuit son parcours aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, théâtre majeur des épreuves. Elle reviendra ensuite à Paris demain pour la cérémonie d'ouverture. Le journal en français facile. Face à la situation au Bangladesh, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, demande l'ouverture d'une enquête sur la répression des manifestations, c'est-à-dire la manière dont les autorités ont géré la protestation dans le pays. En parallèle, la première ministre du Bangladesh a visité en larmes ce jeudi les lieux endommagés par les affrontements meurtriers entre les étudiants et les policiers. Pour rappel, le mouvement de protestation des étudiants s'opposait à ses débuts à des quotas d'embauche dans la fonction publique, un nombre de places limité. Le bilan actuel fait état d'au moins 193 morts. Et on va prendre la direction de l'Asie du Sud-Est. Le typhon Gaimi a touché terre en Chine après avoir fait 4 morts à Taïwan. Et précédemment, en Asie du Sud-Est, je le disais, le phénomène a fait au moins 20 morts aux Philippines. Dans la foulée, un pétrolier, c'est-à-dire un bateau avec du pétrole, a coulé. La scène s'est passée aujourd'hui au large de Manille. Un membre d'équipage est décédé lorsque le navire a chaviré. Les craintes se tournent à présent vers une gigantesque marée noire. Une course contre la montre est en marche pour contenir la fuite de pétrole. Le navire citerne transportait 1,4 million de litres de fioul industriel. Une nappe de pétrole s'étendant sur plusieurs kilomètres a été détectée autour du pétrolier. Les précisions de Léa Guerrero, directrice de Greenpeace Philippines. Cela s'est produit après le passage du typhon Gaimi ou Karina comme on l'appelle ici. Il a porté des pluies torrentielles qu'on n'avait pas vues depuis 2009. Les équipes sur le terrain sont en train de porter secours aux personnes évacuées, de nettoyer les maisons inondées et de réparer les routes. Le gouvernement doit maintenant gérer aussi ce pétrolier qui gît dans les fonds de la baie de Manille et qui représente une véritable bombe à retardement. Les images aériennes des gardes-côtes philippins montrent une marée noire sur 3,7 km. Les vents sont forts en ce moment et la marée noire va probablement s'étendre davantage et frapper les communautés littorales qui vivent dans la baie de Manille. Il s'agit des mêmes communautés qui essayent de se remettre des pluies torrentielles et de réparer leurs maisons et leurs bateaux endommagés par le typhon Karina. Torrential rains brought on by Typhoon Karina. Les précisions de Léa Guerrero, directrice de Greenpeace Philippines. Au Pakistan, les élèves doivent reprendre le chemin de l'école au début du mois d'août, sauf dans le sud du pays. Les vacances scolaires sont prolongées de 2 semaines en raison de la chaleur. Plus de 100 000 établissements scolaires devraient rester les portes fermées dans la province du Sindh, où depuis ces dernières années, le thermomètre grimpe jusqu'à 50 degrés en période estivale. Les explications de Sonia Ghezali. Les enfants du Sindh retrouveront les bancs de l'école le 14 août, 2 semaines plus tard que leurs camarades dans le reste du pays. La chaleur caniculaire et les pluies de mousson de plus en plus violentes qui sont attendues sont à l'origine de cette décision des autorités. Les étés sont de plus en plus insupportables dans la province du sud du Pakistan qui a déjà subi plusieurs vagues de chaleur depuis le mois de mai. Le thermomètre a atteint jusqu'à 51 degrés dans certaines villes de cette province rurale et pauvre. La population fait face à des coupures d'électricité qui durent jusqu'à 12 heures. Les écoles ne sont pas épargnées. Cette province avait été particulièrement touchée par les inondations dévastatrices d'août 2022 qui avaient plongé un tiers du pays sous les eaux et ôté la vie à au moins 1700 personnes. La météo est scrutée et redoutée au Pakistan qui subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique alors que le pays n'est responsable que de moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En mai dernier, le gouvernement avait fait fermer les écoles pour plus de 26 millions d'enfants dans le pays en raison d'une canicule. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI. Et une autre vague de chaleur au Maroc cette fois-ci. C'est la 6e année consécutive de sécheresse pour le pays. En moins de 24 heures, près de 21 morts ont été signalés. La forte vague de chaleur de lundi à mercredi dans plusieurs localités marocaines a atteint jusqu'à 48 degrés.